Il a donc gagné hier soir, sans surprise serait-on tenté de dire, la primaire de la gauche face à Manuel Valls. Benoît Hamon sera le candidat socialiste à la présidentielle du mois de mai prochain. Problème, même si dès aujourd'hui il se propose, et on l'a entendu tout à l'heure, d'ouvrir des négociations avec les Verts et avec le Front de gauche, il a peu de chances de se retrouver au second tour de l'élection. C'est que les idéaux de partage, de solidarité, d'hospitalité, portés notamment par la tradition socialiste, sont en net repli, et pas seulement en France, au profit des nouvelles donnes de la liberté individuelle. Alors, plus assez proche du peuple ou plus assez moderne, les socialistes? Pour en parler, le plaisir de recevoir en direct de notre studio de Paris une militante socialiste de la première heure. C'était juste avant même le fameux congrès d'Épinay en 1971. Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de la première jusqu'à 8h. Ancienne ministre déléguée du Logement, aujourd'hui sénatrice de Paris. Vous avez d'ailleurs longtemps hésité à vous porter vous-même candidate à cette primaire du Parti Socialiste pour la présidentielle. Vous avez finalement renoncé, c'est pour éviter, je crois, l'éparpillement des voix et tenter de conserver l'unité de la gauche. Alors c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est ce qui attend Benoît Hamon, qui d'ailleurs multipliait les promesses d'essayer de rassembler de Yannick Jadot chez les Verts à Jean-Luc Mélenchon au Front de gauche. Est-ce qu'il va y arriver, selon vous ? En tout cas, je crois qu'il va créer une dynamique unitaire. Évidemment, il y a des tensions qui se sont disons, accumulées au cours du temps, notamment durant ce quinquennat, où il faut bien reconnaître que François Hollande n'a pas cherché, notamment dès le début, ou alors qu'il avait été élu avec un arc large rouge, rose, vert, n'a pas cherché à donner une unité, une cohérence qui mobilise l'ensemble des forces qu'il avait amenées au pouvoir pour tenir ses engagements. Alors du coup, il y a eu des fractures qui se sont installées, consolidées, et donc effectivement, c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va ressouder l'ensemble. Néanmoins, je crois que la candidature de Benoît Hamon est une candidature qui va faire largement bouger les lignes pour rassembler le peuple de gauche, qui lui est bien conscient que sans être capable de se trouver derrière un candidat assez uni, les chances d'être au deuxième tour seront faibles. Or, le spectre de 2002 doit toujours hanter les consciences des hommes et des femmes de gauche. Du coup, je pense quand même qu'il y a un mouvement, déjà chez les électeurs et peut-être, je l'espère, chez les candidats. Il y a un mouvement pour la présidentielle, pour une fonction gouvernementale, la fonction suprême, ou il y a un mouvement pour refonder la gauche? C'est pas tout à fait la même chose. On voit Hamon, probablement, on le traite de frondeur, comme quelqu'un qui peut peut-être refonder la gauche, mais qui n'aurait pas les épaules pour aller dans la peau d'un président. Dans quelle direction va-t-il, franchement ? Alors, moi, je pense que les deux sujets ne sont pas distincts. Je pense qu'un des grands acquis de la primaire de Benoît Hamon, et notamment le fait d'ailleurs, ça s'est concrétisé par le score très important qu'il a dès le premier tour, quand on connaît quand même l'histoire de notre parti, il est à 58%, presque 59%. Il est clair qu'il a montré sa consistance personnelle, sa capacité à être un homme d'État. Je crois que le dernier débat face à Manuel Valls a montré qu'on ne pouvait pas avoir d'un côté le candidat apte à la fonction et de l'autre un candidat qui serait en deçà de la main. Mais la recomposition de la gauche et cette bataille, c'est un peu la même chose parce que nous avons beaucoup d'électeurs qui se sont abstenus, beaucoup de gens qui doutent, certains qui se disent que c'est pas la peine d'aller au gouvernement si c'est pas pour mener une politique juste. Et donc ces gens-là vont se remettre en mouvement, vont retrouver, et on l'a déjà vu dans la campagne, un intérêt. Il reste peu de temps. Oui, il reste peu de temps, mais ça, c'est pas nous qui avons choisi ce calendrier. Il reste peu de temps, mais voyez, regardez comment les électeurs français déjouent tous les scénarios écrits d'avance. Qui aurait cru que M. Fillon allait être désigné? Qui aurait cru que Benoît Hamon triompherait? Donc les électeurs français sont en attente. Sont en attente à la fois de fidélité à nos valeurs, notamment républicaines, et en même temps d'ouverture sur le monde d'aujourd'hui. Avec deux volets qu'il va falloir que Benoît
Benoît Hamon fédère. Un premier volet qui est un volet d'ouverture sur la modernité technologique, la nature du travail, etc. Et un deuxième volet qui est un volet plus classique de comment on reprend nos fondamentaux sur la solidarité, le rôle de l'État, le redressement industriel de la France. Et je crois que ça, Benoît Hamon est capable de proposer cette synthèse. On dit souvent que la gauche et le Parti socialiste français, en l'occurrence, souffrent d'avoir en quelque sorte trahi la cause du peuple, d'avoir choisi de défendre plutôt les désirs des bobos, des bourgeois bohèmes aux dépens de la dignité des plus modestes. C'est un reproche qu'on fait à tous les partis socialistes en Europe aujourd'hui. Est-ce que Benoît Hamon serait ou sera l'homme de ce changement, de ce retour vers la dignité des plus modestes ? Oui, je l'espère. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Je pense que le Parti socialiste français est le seul parti en Europe qui quelque part, propose une alternative à la dérive sociale-libérale et sociale, prétendument social-démocrate, qui est en crise partout en Europe. Là, vous mettez Hollande et Macron oui, là-dedans. Bien sûr, oui. Hollande, Macron et Valls, voilà. Et c'est de notre propre rang, de nos soutiens, que sont venus la volonté d'affirmer cette alternative. Dans la plupart des pays d'Europe, ça s'opère soit par des mouvements extérieurs, soit par une chute massive de la social-démocratie, sans qu'elle trouve en son sein les capacités de rebond. Tout n'est pas joué, mais cet acte-là est un acte quelque part fondateur. Alors, reste la grande question des couches populaires. Les couches populaires se sont éloignées des partis sociodémocrates et socialistes depuis maintenant très longtemps. Ce n'est pas, hélas, en une seule élection que nous allons pouvoir regagner ce terrain. Mais les propositions de Benoît Hamon vont parler aux plus modestes, vont parler aux salariés. Et je pense à l'idée du revenu universel que la droite veut présenter comme de l'assistanat et qui, au fond, est plutôt une consolidation permettant à ceux qui travaillent et aux plus faibles de pouvoir vivre dignement. Donc on dit la même chose. Il travaille à la refondation de la gauche, ce retour vers les plus faibles, etc., avec notamment son idée... C'est pas seulement en France, c'est pas seulement la gauche. Il y a une crise républicaine dans notre pays. Mais il n'a aucune chance pour la présidentielle. Je ne suis pas de votre avis. Je pense que les sondages vont être déjoués. Je pense que Emmanuel Macron est survalorisé. 67% de ses électeurs prétendent dans les sondages ne pas avoir fait leur choix. Je pense qu'il a bénéficié d'un courant d'aspiration à la rénovation, au renouveau, à la jeunesse. Et en ayant face à lui Benoît Hamon, il va pouvoir, une partie de cet électorat va retrouver tout le souffle et le dynamisme qu'il attend dans la candidature de Benoît Hamon. La gauche se gauchise et la droite se droitise, avec Hamon d'un côté et Fillon de l'autre. Au fond, on pourrait se dire, et pas mal de commentaires vont dans ce sens-là, que c'est un boulevard pour Macron qui justement profite de l'aspiration au centre. Vous pensez que les sondages et que les commentaires vont être déjoués, Marie-Noëlle Lienemann ? Jamais dans les périodes de crise tendues comme nous vivons, hélas, qu'elles soient sur le terrain du terrorisme ou de l'économie et du social, jamais le centre n'est le recours. Le centre, c'est dans un premier temps, avant qu'on soit devant le vote lui-même, une espèce de trou dans lequel toutes les incertitudes pensent pouvoir trouver une solution. À mesure que l'élection arrive, il y a une clarification qui s'impose sur le contenu des candidats qui se présentent du centre, et l'histoire nous a montré que ce n'est jamais eux qui capitalisent parce qu'il y a besoin de changement. Les gens attendent du changement et ils hésitent pendant un moment pour trouver quel est celui qu'ils veulent soutenir de changement. Je forme le vœu que ce ne soit pas une tendance à la Trump ou à la Marine Le Pen, qui est une dérive et qui est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, et c'est bien pour ça qu'il faut que le discours de gauche soit un discours alternatif et crédible. On revient à la question de base. Est-ce qu'il va pouvoir fédérer ces différents courants, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, qui représentent quand même des courants assez divergents. Qu'est-ce qu'il va devoir leur promettre pour qu'ils acceptent ces promesses, Benoît Hamon ? Je crois qu'on n'est pas dans la tripatouille de candidatures et de personnes. C'est un peu comme ça la politique parfois, non ? Oui, mais vous voyez, le système de la Ve République fait qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à être le
le premier de l'affiche. Et ça, c'est une tendance difficile à contrecarrer. En revanche, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un programme disons, de contrat de législature, parce qu'un président, il a besoin d'une majorité et il doit certes infuser ses idées, mais porter un contrat de législature, un accord avec des partenaires. Et ce contrat de législature, je suis persuadée qu'avec nos amis d'Europe Écologie Les Verts, bon nombre de nos amis communistes, on est en situation de pouvoir le construire ensemble. J'ai moi-même présidé un club qui s'appelait Gauche Avenir et qui justement, pendant tout le quinquennat, a travaillé à ces convergences. Je peux vous dire qu'elles sont tout à fait réalisables. Vous voyez un Mélenchon faire allégeance à un Benoît Hamon? On connaît sa verve, on connaît sa violence, parfois sa virulence. Vous le voyez plier face à Hamon? Non, mais là, on va demander à personne de plier, de renoncer. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être dans l'humiliation des gens. On va appeler les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la responsabilité, à regarder la réalité de ce que propose Benoît Hamon. Je prends un exemple. Beaucoup d'électeurs de Mélenchon sont des électeurs du non au moment du traité constitutionnel. En clair, des électeurs qui souhaitent une réorientation majeure de la construction européenne. Nous étions bon nombre des soutiens de Benoît Hamon et Benoît Hamon lui-même. Nous avons voté contre ce projet de traité constitutionnel. Nous avons fait des contre-propositions pour qu'un nouveau rapport de force, par exemple, nous fasse sortir des politiques d'austérité. Je sais que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui ne pouvaient pas se retrouver dans la politique de Manuel Valls et de François Hollande, sont attentifs. Ils savent qu'on a mené des combats communs, comme par exemple contre la loi travail, qui, je le rappelle, non seulement n'a pas plu à la gauche, mais a été condamnée par une très large majorité de Français. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il va y avoir des mouvements qui vont s'opérer chez les électeurs et chez les militants de gauche, et je pense que chacun en tirera les conséquences. En tout cas, l'important, c'est que cette dynamique unitaire se mette vite en mouvement. Vous dites que le centre est au fond un ventre mou, que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Bon, Macron a quand même ses adeptes, non seulement au sein du PS, mais aussi au centre, et stricto sensu, et même chez certains républicains. C'est pas tout à fait négligeable, ça? Non, bien sûr, je ne néglige jamais, mais il y a la moitié des électeurs de Macron qui viennent de la droite, l'autre moitié qui viennent de la gauche. Donc moi, je ne prétends pas pouvoir convaincre la moitié qui vient de la droite. Je prétends qu'une large partie de ceux qui viennent de la gauche aspirent à une gauche plus proche des citoyens, plus impliquante, qui va pratiquer autrement de la politique que des accords d'appareil. Et ces réponses-là, je pense que Benoît Hamon va mieux y répondre. Deuxièmement, il y avait une aspiration de la jeunesse de notre pays à être mieux entendue, prise en compte. Alors évidemment, il y aura toujours les tenants pourvu qu'il y ait quelques-uns qui deviennent milliardaires, et ça c'est génial pour la jeunesse, ou bien il y a ceux qui pensent que, comme avec le revenu universel qu'il propose pour les moins de 25 ans, on donne un socle de stabilité, un socle d'autonomie qui permet aux jeunes de trouver de leur place dans la société française. Ça va du jeune étudiant aux jeunes en formation, aux jeunes en difficulté, mais aussi aux jeunes start-upers qui souvent a du mal au début de la création de sa start-up. Donc je pense qu'il va parler à la jeunesse, et que Benoît Hamon, et que du coup, moi je ne crois pas du tout que le socle actuel de Emmanuel Macron soit stable. Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes notre invitée encore une petite dizaine de minutes. On va commenter la presse suisse, romande et alémanique qui nous ramène en France. Esther Coco et Valérie Droux, et notamment à la droite. Pour les soutiens de François Fillon, les médias français veulent tuer la droite. Récit du grand meeting du candidat de la droite hier à Paris, dans Le Temps, et prise de température auprès des fillonistes. Le besoin de changement est plus fort que cette campagne médiatique, dit l'un. On savait qu'il serait attaqué parce qu'il dérange trop, dit un autre, car il s'en prend aux mots français. Et l'un de ces mots, eh bien, c'est ce manque de surveillance des statuts et dépenses des élus. En France, c'est comme ça, concède un partisan de François Fillon. Mais justement, ça va changer. Fillon a désormais une obligation totale de transparence. Les médias voulaient Juppé, ils veulent Emmanuel Macron maintenant. Ils n'aiment pas le côté terroir provincial de Fillon. Soit, mais revenons aux faits, dit Le Temps. Il y a une enquête du parquet national financier, il y a des perquisitions. Mais ça ne donnera rien, prédisent ses supporters. Il sera de toute façon innocenté et l'affaire sera classée. Marie-Noëlle Lienemann, comment faut-il lire ce qu'on appelle d'ores et déjà le Penelope Gate du nom de la femme de M. Fillon? Est-ce qu'on va classer l'affaire bientôt, ou est-ce que cette affaire va couler et ruiner ses chances d'accéder à la présidentielle?
Écoutez, d'abord, il est clair qu'en France, une partie des affaires sortent essentiellement quand vous commencez à être un peu au premier rang. Les boules puantes, le disait Fillon il y a quelques jours. Mais en même temps, les faits sont les faits. La justice va devoir trancher. Mais il y a les faits, la justice, et puis le rapport à l'éthique. Quand même, enfin, moi, je suis parlementaire depuis pas mal d'années. D'abord, j'ai jamais pu payer mes attachés parlementaires avec les sommes qu'on nous indique. Deuxièmement, je veux bien que Madame Fillon ait travaillé auprès de son mari, mais enfin, elle est d'une discrétion totale en la matière, ce qui quand même interroge, mais plus fondamentalement. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que ces successions de pratiques, on peut qualifier à défaut d'être illégales, ce que la justice sera la seule à pouvoir dire, mais à minima ne pas correspondre à notre éthique républicaine. Pour être franche, je pense qu'il est temps que tout ça change et on ne peut pas à chaque problème trouver un colmatage de brèche. Si la justice est innocente, est-ce que le mal est fait encore sur le plan moral ? Je crois, oui, je crois. Voyez, par exemple, il dit « Je n'ai qu'un seul compte à Sablé-sur-Sarthe au Crédit Agricole ». Certes, moi aussi, j'ai des comptes au Crédit Agricole, mais on est obligé d'avoir 2 comptes normalement quand on est parlementaire, puisqu'on est normalement obligé d'avoir un compte pour ses indemnités représentatives et un autre compte pour sa vie personnelle. Donc bon, vous voyez, tout ça. Donc, qu'est-ce que je préconise et qu'est-ce que Benoît Hamon propose ? Premièrement, on préconise l'interdiction de salarier ses conjoints et familles dans les fonctions d'attachés parlementaires, mais plus fondamentalement, un changement très lourd de nos institutions pour que, des règles éthiques deviennent des règles de droit, et 2, pour que les citoyens aient non seulement plus de transparence, mais puissent être acteurs des décisions. La crise du politique est un des versants de cette élection, et nous préconisons une 6e République qui d'ailleurs nous fédère aussi entre les amis d'Arnaud Montebourg et ceux de Benoît Hamon. J'allais vous renvoyer à Arnaud Montebourg, dont c'était le souhait aussi. Quittons la France un instant pour partir en Amérique. L'Amérique divisée et barricadée. Pendant longtemps, les États-Unis ont été le pays de l'immigration. C'est même comme ça qu'ils ont été construits. Maintenant, M. Trump a fermé la porte à des millions de personnes, Esther, et rendu beaucoup d'Américains furieux. Le Tagasan Sager consacre 2 pages aux manifestations contre l'interdiction de territoire pour les ressortissants de 7 pays musulmans. Manifestations dans les aéroports de Chicago, de San Francisco et de Boston. Assez joué avec le feu, commente le journal. En une semaine, Donald Trump a pulvérisé un accord de libre-échange avec l'Asie, réduit à néant les relations avec son voisin mexicain et tourné en dérision la Convention sur les réfugiés. Sur ce dernier point, il a dépassé les bornes. C'est de la discrimination, une violation crasse des conventions de Genève. Le journal salue la réaction ferme de Didier Burkhalter, le ministre des Affaires étrangères suisse. Heureusement, une juge fédérale américaine a aussi fait part de son opposition, mais le journal appelle à davantage de réactions, car qui sème la haine récolte la violence. Avec ces décrets, Donald Trump va créer encore plus de fanatiques. Comment voyez-vous l'Amérique évoluer ces derniers jours et ces prochains mois ? Quelle doit être la réponse européenne et partant la réponse française, Marie-Noëlle Lienemann ? D'une extrême fermeté. D'abord, on note que Trump fait ce qu'il dit, parce que ceux qui pensent toujours « Ah bon non, ils vont pas faire ». Non, si. En général, ce genre de gens, de leaders, font ce qu'ils disent. Ce qui, au fond, est assez normal en démocratie, mais doit nous alerter quand on voit le contenu des programmes. Donc, moi, je crois qu'il est fondamental que se dresse face à M. Trump une Europe capable de faire vivre des valeurs et en même temps de défendre ses intérêts. Voilà. Alors, on voit bien que Donald Trump veut diviser l'Europe. Son soutien au Brexit et à Madame May manifeste clairement son refus de voir s'organiser au-delà des États-nations des structures politiques, économiques, sociales qui soient de nature à tenir tête aux États-Unis. Et parce qu'il faut être lucide, son appel au nationalisme émietté, c'est bien la volonté de domination. Alors il dit l'Amérique d'abord,
en son sein, mais probablement dehors. Donc nous devons être d'une grande fermeté. Et pas simplement en parole. Par exemple, il a des discours totalement incohérents sur l'OTAN. Tantôt il est contre, tantôt il est pour, il ne veut pas payer en tout cas. Moi je pense que la France, qui par ailleurs est au Conseil de sécurité, doit exiger une réunion immédiate de l'OTAN pour que M. Trump et son administration clarifient sa stratégie. Et si besoin, pour ma part, je pense que si nous avons du côté américain un flottement, nous devons nous retirer du commandement intégré de l'OTAN pour manifester notre désaccord. Alors, propos très clair. Un mot sur l'Allemagne quand même. Pourquoi Mme Merkel se représenterait-elle pour un 4e mandat ? Il va s'agir de M. Trump, selon la NZZ. Elle a beaucoup à perdre, Esther ? Oui, en 2005, Angela Merkel incarnait la nouveauté, la première femme à devenir chancelière. En 2009, elle incarnait la réussite de la coalition de 2 grands partis. Elle a incarné fièrement plusieurs fois le titre de femme la plus puissante du monde. Alors que peut-elle donc encore espérer en 2017 ? Angela Merkel pourra-t-elle rester cette femme la plus puissante du monde si Trump se met à l'ignorer ? En tout cas, Angela Merkel n'est plus la dirigeante qui fait la pluie et le beau temps dans la crise de la zone euro. Même en Europe, elle est vue maintenant comme celle qui a divisé l'Union avec sa politique d'accueil des migrants. En 2017, ses partisans font croire qu'elle est la seule alternative au repli et au populisme. Mais Angela Merkel craint surtout de ne plus peser dans l'histoire. Pardon pour ce délai très court, il nous reste 30 secondes, Marie-Noëlle Lienemann. Madame Merkel a tout à perdre là de se représenter ? J'ai l'impression, parce que déjà la fois dernière, elle n'était pas majoritaire. Je vous rappelle qu'il a fallu la grande coalition. Et contrairement à ce que certains disent, je pense que ce n'est pas seulement la crise des migrants qui affaiblit Mme Merkel, mais aussi cette espèce d'intransigeance sur l'austérité qui touche l'ensemble des pays européens, mais aussi une large part du peuple allemand. Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre déléguée du Logement, sénatrice de Paris. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin.